Mesdames et messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de Venez, on va s'expliquer, un numéro spécial puisque j'ai la chance cet après-midi d'être entouré physiquement par vos deux experts préférés. Aujourd'hui, notre programme est chargé puisque l'actualité est dense. Nous ouvrirons notre émission par l'inquiétude de la Commission européenne à l'endroit de nos dépenses publiques. Or, à une semaine pile du verdict de S&P sur la note de la dette française, faut-il avoir confiance en Bruno Le Maire lorsqu'il dit qu'il a pris toutes les décisions pour que la note de la France ne soit pas dégradée? Nous reviendrons ensuite sur l'élection présidentielle en Argentine, les Argentins qui ont porté à la tête de leur pays un nouveau président anti-système aux solutions radicales. Nous décortiquerons ce choix et tenterons de comprendre la latitude d'action de Javier Gerardo Milei, tout comme nous chercherons à savoir si le résultat des législatives bataves sont un épiphénomène ou bien une tendance qui pourrait s'appliquer à toute la zone euro. Enfin, si nous avons le temps, nous reviendrons sur cette stupéfiante donnée, la capitalisation des 7 fantastiques équivaudrait à la totalité des actions non américaines cotées dans le monde. Sont-ils les vrais maîtres du monde? Quels sont les risques alors que les grandes économies de la planète se dirigent lentement mais sûrement vers la récession? Bref, un vaste programme que nous allons immédiatement ouvrir avec les doutes de Bruxelles qui jugent les dépenses de la France excessives. Pour autant, avant d'entrer dans un débat que j'anticipe pessimiste, il n'y a-t-il pas des raisons d'espérer lorsque l'on voit l'évolution de l'euro par rapport au dollar? Et pour répondre à cette première question, eh bien, je suis avec celui qui est tombé de son grenier et qui nous fait la chance, le plaisir, l'honneur d'être avec nous à Paris, Charles Sana. Bonjour Charles. Bonjour tout le monde, bonjour. Merci Charles d'être avec nous. Vous êtes donc économiste, éditorialiste, fondateur du site insolentiae.com. Charles, est-ce que le poids de la dette en France peut être positivement impacté par la hausse de l'euro face au dollar de ces derniers mois? Elle est négativement impactée par la hausse des taux. Donc, non, voilà, je crois surtout que c'est ça l'enjeu et le problème. C'est que si on veut lutter contre l'inflation, il faut des taux un petit peu plus élevés. Le risque, c'est que la lutte contre l'inflation doive durer bien plus longtemps que prévu, notamment si on rentrait dans une phase économique parfaitement possible de, on va dire, allez, c'est difficile de donner une durée précise, mais entre 5 à 10 ans d'inflation plutôt plus élevée, de manière structurelle, parce que démondialisation, parce que négociation entre le bloc occidental, le bloc des BRICS, enfin moins l'Inde, mais avec la Chine, la Russie, etc. Bref, partition du monde, démondialisation, transition énergétique. Donc on a de très nombreux facteurs qui sont désormais des facteurs inflationniste qui structure l'économie. Ça veut dire que la banque centrale, enfin les banques centrales au sens large, risquent d'être confrontées à une inflation qui va durer beaucoup plus longtemps. Et donc, on va devoir maintenir des taux d'intérêt, alors non pas à 4,5 ou 5% forcément tout le temps, mais avec un taux neutre qui serait plutôt de l'ordre, à mon sens, de celui qu'on trouve aujourd'hui en Suisse, avec la BNS qui a fixé ses taux à 1,75. Et qui est à la fois un taux où il n'y a pas trop de douleur pour l'économie, mais où on est dans des taux nominaux positifs et où on est beaucoup plus compatible avec un taux d'inflation qui structurellement serait entre 3 et 5% en fonction des bonnes et des mauvaises années pour les années qui viennent. Donc je pense que ça, c'est le scénario central des banques centrales. Ce qui veut dire qu'en réalité, elles ne luttent pas contre un pic inflationniste effectivement profondément transitoire. Je rappelle d'ailleurs que l'inflation baisse, mais elle baisse aujourd'hui, l'inflation, que ce soit aux États-Unis ou en France, enfin, ou en zone euro, pas grâce à l'action des banques centrales et aux hausses de taux, mais uniquement grâce au fait qu'on est sur des pics inflationnistes qui sont effectivement des pics transitoires, où on a le premier pic qui est un choc d'offres post-Covid. Les chaînes de production ont été arrêtées, les chaînes logistiques ont été arrêtées, donc tout ça, ça fait un choc d'offres avec une demande solvable, puisqu'on a payé les gens dans les quoi qu'il en coûte, qu'on paye aujourd'hui dans la dette. Donc premier pic inflationniste, quand les chaînes de production et de logistique se remettent en route, petit à petit, l'inflation se détend. On a la même chose avec la guerre en Ukraine, 24 février 2022, invasion de l'Ukraine par la Russie, et on se retrouve avec un pic inflationniste qui est lié à l'énergie. Dès avril 2023, avant même que les taux d'intérêt soient réellement montés, on commence à les monter qu'en juillet 2022, et le cycle de resserrement est loin d'être terminé, on a déjà un effondrement des prix de l'énergie
qui se réajuste. On était monté quasiment à 300 € le mégawattheure de gaz, et on est le 14 avril, on est à 57 € le Donc mégawattheure. en fait, on bénéficie d'un effet de base favorable, mais les prix restent quand même relativement élevés. C'est ça que vous C'est dites. que là, L'inflation est structurelle en fait. L'inflation, on est en train de changer de monde avec une inflation structurelle. Cette période inflationniste a été utilisée par les banques centrales pour normaliser la politique monétaire. Et donc, il est possible qu'on ne retrouve pas de taux zéro ou de taux négatif dans les prochaines années. Et donc, qu'on doive s'habituer à vivre avec des taux qui ne sont peut-être pas forcément à 4,5, mais je vous dis entre 1,50 et 2. Ce qui veut dire un coût pour les finances publiques aujourd'hui d'environ 60 milliards d'euros à terme, quand toute la dette aura été roulée au nouveau taux futur. Le 1,52, 1,75, vous faites référence au taux neutre suisse, hein, c'est bien ça, oui, c'est ça. C'est le taux directeur, c'est le taux moins directeur. Le taux d'inflation. Non. Alors aujourd'hui, le taux nominal en Suisse, c'est 1,75. 1,75, d'accord. C'est le taux de la Banque ça, centrale. Ça, c'est le taux directeur, Banque centrale, Banque nationale suisse. Ok. Philippe, pour en revenir à ce sujet dette, comment est-ce qu'on peut faire pour la résorber, cette dette qui est quand même relativement importante? Est-ce qu'il faut passer par l'austérité ou au contraire il faut de la croissance, il faut booster la croissance, la relance en gros, austérité ou relance? C'est difficile de faire de la relance avec de l'austérité. Maintenant, affecter l'argent collecté via nos impôts et via également la TVA sur l'électricité, parce que ça c'est l'éléphant dans le corridor, le doublement du prix de l'électricité pour les particuliers, le triplement pour les petites et moyennes entreprises, c'est une sorte d'impôt qui ne dit pas son nom, parce que ces tarifs-là n'ont aucune raison d'être. Notre mix énergétique, c'est de l'ordre de 80 centimes du kilowatt, on va le payer bientôt 30, ça n'a aucun sens. C'est totalement arbitraire, mais par contre, effectivement, avec une TVA à 20% là-dessus, ça rentre beaucoup d'argent pour l'État. Donc pour l'instant, l'État, les efforts, il les concentre en fait quelque part sur les recettes. Voilà, les habituelles recettes de poche, la hausse des taxes sur les carburants, sur le tabac, l'alcool, le vice dans son acception la plus large. Et puis maintenant, il envisage effectivement de réduire la durée d'indemnisation des chômeurs de plus de 55 ans. Et là, je dirais qu'il y a quelque chose qui, d'un seul coup, il y a une faille dans le continuum espace-temps, parce que ça économise rien du tout en fait. Parce que par exemple, les caisses qui indemnisent les gens de plus de 55 ans sont majoritairement des cadres, donc c'est la caisse des cadres qui les indemnise, c'est un régime privé qui est excédentaire. Donc là, il n'y a pas de nécessité ni urgence de réduire les dépenses au niveau de l'indemnisation des chômeurs de plus de 55 ans, qui d'ailleurs se retrouvent au chômage, c'est pas de leur volonté. Donc on a l'impression que là, quand on a des effets d'annonce, mais qui semblent traduire une véritable panique, ou alors, je l'interprète autrement, la volonté d'impressionner Bruxelles en disant, regardez, on fait quelque chose, on tire un levier, on tire l'autre levier, etc. Parce que, effectivement, les injonctions de Bruxelles sont de plus en plus fréquentes et impérieuses. Et en plus de ça, je crois que nos députés européens viennent de voter pour la perte de souveraineté. Par exemple, la France et les autres États perdent leur droit de veto. C'est-à-dire que si on décide de nous imposer une purge de l'austérité depuis Bruxelles, vous faites référence à quoi en disant ça? Au projet éventuel de transformer la zone euro en fédération, c'est ça? Oui, absolument, mais il y a déjà un vote qui a entériner le texte, il ne reste plus effectivement qu'à le voter définitivement. Oui, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir... c'est tout à fait le sujet. Parce que la purge... La purge clément à notre égard, à l'égard de tous les pays, en disant que le déficit pouvait dépasser les 3%, etc. Donc plutôt faire un geste comprenant que la relance passerait évidemment par... Je m'inscris en faux, c'est tout à fait le sujet.
C'est-à-dire que pour l'instant, on passe entre les gouttes avec effectivement une certaine bienveillance, mais intéressée de l'Allemagne, parce que si elle nous laisse creuser les déficits, en contrepartie, elle obtient que finalement on la laisse commander du matériel militaire américain, ou se passer de l'avis des Français dans des tas de domaines, obtenir que la tarification de l'électricité soit celle qui avantage l'Allemagne. Donc ils nous laissent faire des déficits, mais en contrepartie, quelque part, on leur laisse le lead. Bon, là, c'est même plus l'Allemagne qui aura le lead, c'est carrément l'Europe. Et si l'Europe dit, maintenant la France c'est terminé, les déficits, vous commencez à les réduire, ça veut dire que là, on ne pourra pas s'y opposer en disant non, attendez, on est souverain, on a le droit de veto, on va faire ça de notre rythme. Non, si demain l'Europe décide, on n'a plus qu'à obtempérer. Mais ça veut dire que la situation actuelle de la France est bonne, selon vous ? Elle est mauvaise. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est mal de dire que c'est mauvais et qu'il faut l'améliorer ? Non, mais le problème, c'est que c'est pas de dire que c'est mal et qu'il faut effectivement arrêter d'imprimer de l'argent. Et ce qu'il faut, c'est changer tout le logiciel. Comment fonctionne la France ? C'est ça qu'il faut totalement réformer. Donc là, je vous parle d'un truc qui est absolument gigantesque. Mais je vous donne un exemple du mal français. Comme vous le savez, les fonctionnaires créent des normes et pour faire respecter les normes, les contrôler, il faut créer des armées de fonctionnaires. Je vous prends l'hôpital. On n'arrête pas de vous dire que chaque année, il y a 10-15 000 lits qui disparaissent, 100 000 en 6 ans, et pourtant, le budget de l'hôpital n'a pas bougé. Autrement dit, il y a 100 ou 150 000 soignants en moins, mais le budget, la masse salariale de l'hôpital n'a pas bougé. C'est quoi ? C'est qu'on a embauché que des administratifs, des spreadsheet managers à tous les niveaux, de telle sorte qu'on est beaucoup moins bien soigné, mais on a des gens qui nous coûtent de plus en plus cher. Et quand l'hôpital ne marche plus, on se dit, mince, il va falloir qu'on recourt à un nouveau cabinet d'audit pour comprendre pourquoi ça ne marche pas. On a viré je ne sais combien de médecins, on ne renouvelle pas les postes, etc. On crée des administratifs, l'hôpital est en déficit, les gens sont mal soignés, mais il va falloir qu'on enquête sérieusement pour savoir pourquoi ça ne marche pas. Bon voilà, je dirais que le mal français, ce qu'il faut réformer, c'est ça. Arrêtez de créer des normes. Donc, arrêtez ça. Et pour répondre à la question austérité ou relance ? Ça va dépendre, peut-être, d'ici quelques mois, du bon vouloir de l'Europe. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus décider si on fait de la relance ou pas. Non, mais faut pas rire, parce qu'on va pas rire si la France perd sa souveraineté. On ne va pas rire du tout. C'est pas encore le cas, et de toute façon, c'est pas le sujet. De toute façon, quoi qu'il arrive, puisque la semaine prochaine, S&P va noter la dette de la France, et pas la dette de la France dans l'Union européenne. Pas dégradé, je peux vous le dire déjà. C'était le sujet. Du coup, alors qu'est-ce qui reste à Bruno Le Maire ? Puisque vous nous dites, bon, ok, il augmente les impôts à travers, à travers les tarifs de l'électricité, ça équivaut à des hausses d'impôts. Il a l'endettement finalement qui est aussi à sa disposition, et puis il aurait éventuellement la création monétaire, mais ça c'est interdit. Du coup, par la force des choses, l'endettement semble être la seule solution envisageable par la force des choses. Ah oui, mais j'imagine le maire, il doit être mais dans une rage folle que celui qui a administré les finances de 2017 à 2022 ait créé quasiment 700 milliards de dettes en l'espace de 5 ans. Le maire doit être furieux contre cette espèce d'incapable qui nous a endettés dans des proportions qu'on n'avait jamais vues. Mais là, Bruno Le Maire a décidé de réagir. Il a dit que les Français devaient se secouer les puces. Donc, vous voyez, on va en sortir. On va s'en sortir, c'est sûr. Charles, sur ce sujet de la dette, alors on a appris dernièrement que le FMI estimait la dette chinoise à 25%, 27% de son PIB. Finalement, les dernières statistiques, ça varie entre 150 et 250% du PIB chinois. Du coup, est-ce que la France pourrait être confrontée à cette même problématique de dette des régions exorbitante ? Philippe a raison. Merci Charles. Alors Philippe, sur quoi Philippe a raison ? Sur ce projet de fédéralisme. Non, mais à peu près sur tout, et à commencer par ça, parce que c'est vraiment un point clé qui va. Donc je vais rajouter quelques éléments de réflexion à ce que vient de dire Philippe, qui est tout à fait juste. Alors, Philippe évoque une nouvelle loi. Avant cette nouvelle loi, vous avez ce qu'on appelle les GOP, ou les GOP, ou ce qu'on appelle ça, c'est les grandes orientations de politique économique européenne. Et donc, ça,
c'est une feuille de route que Bruxelles donne à chaque pays, chaque année, en disant faites un peu plus de ci, un peu plus de ça, un peu plus de sel, un peu moins de poivre. Bon. Et donc, grosso modo, un peu moins de dette, un peu plus d'austérité, quelques petites réformes structurelles, bon, la réforme des retraites, etc. Et donc, à un moment donné, si vous regardez la composition de nos dépenses, la dépense sociale en France tient une place qui est devenue complètement délirante. C'est la plus importante. Bon. On parle de centaines de milliards d'euros quand on parle et qu'on prend en compte les cotisations sociales, etc. Ce sont des centaines de milliards d'euros, c'est 800-900 milliards d'euros chaque année qui sont dépensés, vieillesse, maladie, enfin une grande branche de la sécurité sociale. Est-ce qu'il faut continuer à dépenser comme ça? La réponse, elle est non. Même dans un climat où on sent les tensions sociales exacerbées la réponse, qui montent. La réponse, elle est non. On n'est pas plus heureux. Donc plus on prélève et plus on dépense et plus ce pays est malheureux. Plus ce pays s'enfonce dans une espèce de dépression. On est un pays qui était beau, où il y avait de la joie de vivre. Et moi aujourd'hui, je suis né dans un pays comme ça. Et aujourd'hui, je regarde, les gens sont gris, les gens sont tristes, les gens ne se parlent plus, les gens ne s'aiment plus, les gens n'ont jamais consommé autant de Prozac, etc., etc. Donc le RSA ne soigne pas la dépression. Donc, ça veut dire qu'on a bien quelque chose à faire. C'est incontestable. Et on ne va pas pouvoir continuer à dépenser plus qu'on gagne comme ça éternellement, et à un moment donné, il faudra bien passer à la caisse. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Oui, c'est ça. Pourquoi ? Parce que la question, c'est nous avons des centaines de milliards d'euros disponibles. On les dépense déjà. Donc, on peut dire, au lieu de dépenser 1200 milliards d'euros entre le budget de l'État, les cotisations sociales et tout le tintouin, bon, 1200 milliards d'euros par an, on va dire qu'on va en dépenser que 1000. Bon. Mais 1000, la somme, elle reste considérable. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est comment je dépense ces 1000 ? Et donc c'est là où je rebondis sur ce qu'a dit Philippe, qui avait à peu près raison sur tout à l'heure. Philippe, il vous dit, on dépense dans des médecins, ou on dépense dans des remplisseurs de tableurs Excel. C'est pas la même chose. Moi, ma petite maman, quand elle a fait son embolie pulmonaire et qu'on a attendu 4 heures à l'hôpital Nord de Bordeaux sur un parking avec une bouteille d'oxygène vide, il a fallu en trouver une autre. Enfin, vous avez des scènes absolument surréalistes aujourd'hui dans la médecine française. Et effectivement, on a privilégié les McKinsey, les consultants, la T2A, la tarification à l'acte, etc. Donc les types, ils sont payés, vous avez des milliers de types, comme l'a dit Philippe, qui sont payés à remplir des tableurs Excel, au lieu d'avoir quelques centaines de types payés à soigner des gens. Donc ça, c'est comment on dépense notre disponible. Et cette question qu'on est en droit, mais qu'on a le devoir de se poser et de poser collectivement. Cette question, elle n'est pas qu'économique. L'économie, c'est de l'intendance. Et l'intendance suivra. La base de cette question, elle est politique. Et donc, quand Philippe vous parle de la notion de souveraineté, elle est fondamentale, cette notion. Pourquoi ? Parce que bien sûr qu'on ne va pas pouvoir continuer à dépenser, à avoir 3 500 milliards d'euros de dette, 4 000 milliards d'euros de dette, 100 000 milliards d'euros de dette, on va s'arrêter où ? Donc à un moment donné, on va se prendre le mur de la réalité. Donc, bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Mais la réponse, elle est politique sur comment je vais allouer mes ressources disponibles. Je vous le dis autrement. Qu'est-ce qu'on fait croître ? Qu'est-ce qu'on fait décroître ? Peut-être qu'avec Philippe, si nous débattions d'un point de vue purement politique, purement humain, purement citoyen, on arriverait peut-être à la conclusion, enfin je dis avec Philippe, mais enfin tous les trois, et puis avec tous ceux qui nous écoutent, on arriverait peut-être à la conclusion que non, nous, la priorité, c'est effectivement de soigner les gens qui ont des maladies graves, parce que les soins sont tellement coûteux qu'on ne peut pas se le payer. Donc on veut privilégier ça. Par contre, on peut mettre 10 jours de carence sur la rhumologie, quoi. D'accord ? On dit, t'as un rhume, t'es pas remboursé, tu peux aller travailler quand même. C'est ça la rhumologie, justement. C'est la bobologie. C'est la bobologie, le machin, le truc. Bon. Et on peut dire, ça, c'est pas couvert par l'assurance médicale. Ou pas. Il y a un projet, si j'ai bien compris. Alors, c'est chez les dentistes qu'on voudrait, il y aurait une taxe lapin. Non, mais c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réflexion de fond. Non, mais la réflexion de fond, elle est à avoir sur. C'est le cas en ce moment. Qu'est-ce qui relève
de la solidarité. Quelle est la différence entre inégalité et injustice ? À un moment donné, il faut revenir à un peu de bon sens. C'est quoi la différence entre une inégalité et une injustice ? Parce qu'à vouloir lutter contre les inégalités, on fait que des âneries. On ne lutte pas contre les inégalités. Les inégalités, elles sont bonnes. Je le dis même autrement, les inégalités, elles sont souhaitables. Les inégalités, elles sont naturelles. Et dans un pays libre... Ça veut dire que, non, mais ça veut dire que... globalement, il y en a qui naissent riches, il y en a qui naissent pauvres, il y en a qui naissent petits, non, mais il y en a qui naissent petits, grands, mais bien évidemment. Donc, nous sommes dans un monde inégal. Il y en a qui vont travailler beaucoup à l'école, d'autres qui vont rien foutre. Faut pas s'étonner qu'à un moment donné, il y en a un qui est le bac et pas l'autre. Quoique aujourd'hui, tout le monde ait son bac. Mais ça ne change rien qu'à un moment donné, il y a le mur de la réalité. Donc oui, il y a des inégalités. Il y a des inégalités dont on n'est pas responsable, il y a des inégalités dont on est le responsable. Donc, là, je ne juge pas les gens. Je dis, il y a des inégalités, et l'inégalité, elle est souhaitable, et l'inverse de l'inégalité, c'est l'égalité totale. Et vous remarquerez quand même que... non, mais on encense la diversité, mais l'absence d'inégalité, c'est l'absence de diversité. D'accord ? C'est tous pareil. Bon. Et on sait ce que ça donne. Et donc, c'est très liberticide. Mais il ne faut pas confondre inégalité avec injustice. Et les mots ont un sens. Et ce qu'on ne veut pas, et on peut dire que collectivement... socialement, politiquement, on ne veut pas d'un certain nombre d'injustices. On ne veut pas que le pauvre ne soit pas soigné parce qu'il est pauvre, alors que le riche serait soigné parce qu'il est riche. On ne veut pas que quelqu'un soit discriminé et pas pris pour un poste sur des critères qu'on estime injustes, comme une couleur de peau et pas une compétence, etc. etc. Donc on ne confond pas inégalité et injustice, on ne confond pas solidarité assistanat. Et donc par rapport à tout ça, eh bien, il y a un immense débat politique. Et ce débat politique, pour avoir lieu, ne peut avoir lieu qu'au sein de la nation, qui est le seul échelon démocratique permettant une souveraineté. Et je rappelle, article 4 ou 5 de la Déclaration des droits de l'homme, que toute organisation politique a pour but la souveraineté et doit garantir la souveraineté du peuple. Bon. Donc, tant que moi, je ne vote pas directement pour Madame von der Leyen et la présidente de l'Union européenne, tant que je ne vote pas pour les camarades commissaires de la grosse commission bruxelloise, il n'y a pas, je ne suis pas représenté, je n'ai pas de débat politique, je n'ai pas de démocratie européenne représentative des différentes couleurs, pensées politiques, courants politiques, et donc il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de souveraineté, il ne peut pas y avoir ce débat-là, ce débat sur qu'est-ce qu'on fait de nos sous, qu'est-ce qu'on paye pas, qu'est-ce qu'on fait croître, qu'est-ce qu'on fait décroître, et ça, c'est un débat politique. Et après, c'est de l'économie, on met les sommes et les budgets nécessaires sur ce que politiquement nous avons décidé dans le cadre souverain de la nation. Est-ce que les Hollandais qui viennent d'élire aux législatives le parti d'extrême droite, qui va avoir du mal à gouverner sans coalition, sans rassemblement, est-ce que c'est globalement en substance ce que pensent les Néerlandais? C'est les raisons qui les poussent à voter pour l'extrême droite selon vous? Bon, attendez. Moi, je ne suis pas un spécialiste des Pays-Bas. Moi, je regarde ce pays sous l'angle effectivement économique, et j'y ai vu une révolte, alors, je dirais paysanne. Non, là-bas, le monde agricole, c'est vraiment de l'ordre de l'industrie. Hein. On n'a pas affaire aux petits paysans qui élèvent 3 chèvres dans le Larzac. Hein. Donc on a affaire déjà à des gens qui sont presque des industriels et à qui on a dit vous polluez trop, ou on a mis des normes. Là on en revient à ce que je disais, les normes, toujours les normes. Et il en pleut depuis Bruxelles. Il en pleut à n'en plus pouvoir. Et sans contrôle, hein, puisqu'on peut malheureusement pas les bloquer, on peut juste éventuellement ne pas les appliquer au risque de se prendre une amende. Donc les Hollandais, on leur dit vos fermes, ça pollue trop, donc il va falloir réduire votre cheptel, éventuellement fermer. On vous condamne littéralement, et tout ça au nom de la sauvegarde de la planète, de moindres émissions de CO2. Donc j'attends toujours qu'un scientifique me prouve que ça participe vraiment au réchauffement anthropique, mais ça c'est un autre débat. Donc il y a un vrai ras-le-bol en Hollande.
Il y a donc un euroscepticisme qui est monté. Et là, je pense qu'on vient d'en prendre la pleine mesure. 28% des Néerlandais, là, votent vraiment contre ou pour la limitation des pouvoirs de l'Europe. Et il y a d'autres sceptiques qui sont encore plus à droite. Il y en a en France aussi, d'ailleurs. Oui, mais... Puisque les sondages, là, les élections présidentielles, les élections européennes de 2024 mettent pour l'instant en tête de choix chez les Français le Rassemblement national. Mais oui, mais c'est surtout que si on faisait un référendum pour dire est-ce qu'il faut plus d'Europe ou réformer l'Europe, vous avez plus de 55%, on retrouverait d'ailleurs le pourcentage de 2005, de gens qui disent cette Europe-là, on n'en veut plus. Mais il faut quand même qu'on regarde pourquoi les gens n'en veulent plus. Donc l'exemple des agriculteurs néerlandais, c'est quand même terrible. C'est-à-dire que vous avez des gens dans un cabinet qui disent « Bon, allez hop, c'est quoi l'idée du jour ? Ah oui, le CO2, tiens, on va faire plaisir à je ne sais pas quel grand commissaire qui prépare la prochaine COP 28, 29, 30, et on va montrer qu'on a fait quelque chose, on a bougé. Allez hop, on a sacrifié les agriculteurs. » De toute façon, on craint rien, c'est même pas 2% de la population, donc on s'est attaqué à des gens qui n'ont aucun moyen de perturber ou de compromettre notre prochaine élection. Hein, ils pèsent rien. Et ben, je veux dire que cette façon de voir les choses, qu'est-ce que vous pesez, qu'est-ce que vous ne pesez pas ? Mais je pense que c'est ça qui préside aussi au mal français, c'est-à-dire qu'on préfère créer des administratifs que de former un anesthésiste en 8 ans. Dans l'éducation nationale, c'est un exemple incroyable. Plus de 50% de la masse salariale, ce sont des gens qui n'enseignent pas. Dans les autres pays européens, les administratifs, c'est 28, 30, 33% de la masse salariale. En France, on a plus de gens payés à ne pas enseigner, on a l'enseignement le plus inefficace, qui aboutit à une chute abyssale, on peut le dire, de la France dans l'indice PISA. Alors encore, si on nous disait, bon, finalement des profs, il y en a assez, et tous les administratifs qu'on a derrière, ce sont des gens qui réfléchissent pour que les jeunes qui vont sortir avec un diplôme, qu'on l'appelle bac, ou ce que vous voulez, mais qui va répondre aux besoins des entreprises, de l'industrie, ou de pas l'industrie, enfin, que ces gens-là disent, voilà, nous, on a facilité, et grâce à nous, il n'y a pas un élève sorti avec un bac ou un diplôme équivalent qui n'est pas apte à suivre une formation qui va lui permettre d'obtenir un métier. Là, on arrive avec je ne sais combien de centaines de milliers de gens dont j'ai du mal à cerner ce qu'ils font, et à la sortie, vous avez 500-600 000 étudiants qui n'ont aucun espoir de déboucher, ou alors dans des domaines qui ne correspondent en rien avec leur formation. Donc c'est toujours pareil. J'imagine qu'à l'éducation nationale, plus ça foire, plus on met d'administratifs pour essayer de comprendre pourquoi ça foire. Mais il y a un moment où on ne se pose pas les questions intelligentes, ou alors on ne se les pose pas de la bonne façon. Donc moi j'essaie de mettre en face des réalités. Plus on a des budgets élevés pour un ministère, pour une administration, plus elle est inefficace et moins il y a de services à la sortie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de gens qui offrent du service, il n'y a plus que des contrôleurs. Donc ça, c'est un truc sur lequel il va falloir se pencher, et l'Europe est le symbole justement d'une espèce d'entité sur laquelle personne n'a de prise, et qui d'ailleurs ne doit de compte à personne, et cette entité impose, décrète... Pourquoi vous en voulez à l'Europe comme ça ? Comment ? Pourquoi vous en voulez à l'Europe comme ça ? Mais parce qu'elle est ce qu'elle est. Mais ça veut dire quoi ? Je viens de vous le décrire. Non, sincèrement, ce sont des gens qui se sont, petit à petit, mais parce qu'on n'a pas bien analysé au départ le pouvoir qu'on donnait à ces gens-là, ils en usent et en abusent, et aujourd'hui, les commissaires décident, décrètent, et en l'absence de tout contrepoids démocratique, et ces gens ont comme tropisme d'imposer toujours plus de normes, toujours plus de contrôles, et ils ne sont pas du tout dans la création de richesses, dans l'émergence d'un futur Tesla, d'un futur OpenAI. Qu'est-ce qu'on a produit depuis que les commissions européennes sont devenues toutes puissantes ? On n'a produit que des GOPE, des normes, et quelle
champion mondial dans quelque domaine que ce soit a émergé grâce à la Commission européenne. Citez-moi un seul succès. On n'a même plus un lanceur pour nos satellites. Philippe, je suis perdu. On parlait du budget de l'État, donc d'un problème franco-français, et puis finalement on parle de l'Europe, alors que finalement le sujet est quand même franco-français. Mais parce que 50% des lois qui sont débattues à l'Assemblée, et qui passent après ça à coup de 49.3, nous viennent de l'Europe. Mais une partie 95%, Philippe. Tu es trop optimiste. Philippe, pour résumer en quelque sorte. Je parle de celle qui porte la signature de l'Élysée. Ce que vous nous dites, 95%, c'est de la transcription. En quelque sorte, en France, c'est un peu le chaos. C'est un peu le chaos des normes, le chaos social, le chaos culturel. Il y a un pays qui a répondu à ce chaos-là par le choc, je dirais. Et ce pays, c'est l'Argentine, qui a élu récemment ce président particulier, on va dire. Comment est-ce que vous expliquez, vous, Charles, que les Argentins portent au pouvoir un homme qui est si anti-système que cela? Alors, comme l'a très justement dit Philippe, et je vais me permettre là aussi d'aller un petit peu plus loin dans tout ce qu'il a dit, parce que c'est vraiment, je crois que c'est très très lié. Philippe, il n'en veut pas à l'Europe. Enfin, un peu. Non, je crois qu'il n'en veut pas plus à l'Europe que moi. Je suis très européen. Je pense qu'il n'y a que 4 pays que je n'ai pas encore visités en Europe. Et partout, je suis très content de découvrir, d'échanger, d'interagir. Je suis très très profondément européen. Mais là, quand on regarde ce que l'Europe nous impose et nous apporte, effectivement, il y a débat. Je laisse la parole à Charles. Philippe et moi, on a un peu de barbe blanche. Et donc, nous sommes nés et nous avons grandi sur un continent avec des générations avec lesquelles nous avons grandi, qui avaient connu la guerre. Pour moi, le rêve européen, il m'est porté enfant par mon grand-père qui a été en captivité en Allemagne, dans les stalags, par mon père qui a vu les pendus à Tulle, qui a vu la guerre quand il était petit, etc. Donc, pour notre génération, l'Europe, c'est pas rien. Attention. On est profondément européen. Mais vous êtes déçus, alors c'est ça. Absolument. Et donc, qu'est-ce qui nous déçoit ? Ce qui nous déçoit, c'est la tournure mortifère et totalitaire que prend l'Union européenne. Et Philippe a extrêmement bien dit, notre Europe, c'est celle d'Erasmus. Notre Europe, c'est celle de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est l'Europe d'Airbus, c'est l'Europe d'Ariane, c'est l'Europe de grands projets. C'était de rêver à la conquête spatiale parce qu'à Kourou, une fusée européenne pouvait s'envoler et sur cette fusée, il y avait les drapeaux de toutes les nations. C'est ça le rêve européen. Et le rêve européen, et ce que je vais dire là est fondamental, mais dans un monde où on ne pense plus, dans un monde où tout est oui, non, pour, contre, il y a des émissions télé où ils lèvent leur petite pancarte pour, contre, oui, non, d'accord, c'est le niveau zéro quand même du raisonnement intellectuel au pays des Lumières éteintes. Donc, vous aviez cette ambition qui était du projet européen, qui était basée sur une idée très importante qui s'appelle la subsidiarité. Et la subsidiarité, c'est l'indépendance et la souveraineté de chacun, et la mise en commun à un échelon supérieur de ce qu'on ne peut plus faire tout seul. C'est pas l'inverse. Mais est-ce que... c'est pas l'inverse. Pourtant, du coup, par la force des choses, est-ce que le parallèle avec la situation argentine est faisable dans la mesure où un des projets phares de ce président, c'est la dollarisation de son économie. Du coup, par la force des choses, on ne peut pas faire plus pesant, on ne peut pas plus, contrer cette notion de souveraineté que par remplacer sa monnaie par celle de la monnaie dominante. Les solutions vont être un peu différentes, mais le problème à la base est le même. Le problème, il est l'exercice de la souveraineté dans l'intérêt des populations. Enfin, je vais quand même me permettre de rappeler une donnée de base de la démocratie et de la vie en société, c'est que les élus,
ZELU, avec un S quand ils sont plusieurs, mais puisque tout le monde, les élus, merci à toutes et à tous, les élus, merci aux élus, donc on a droit à ce genre de simagrée sémantique. Donc nos élus sont censés nous représenter et sont censés agir dans notre intérêt. Et quand les élus n'agissent plus dans l'intérêt de la population, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, que ce soit en Argentine, aux Pays-Bas ou demain en France, ça a été déjà le cas un peu en Italie avec Meloni, vous vous retrouviez avec du afuera, d'accord, ce qui se traduit littéralement par dehors. D'accord ? Donc, le ministère des incompétents, afuera, dehors. Le ministère et tous les gratte-papier, remplisseurs de cases Excel et les contrôleurs de la puce carrée, afuera, dehors. Et les européistes, afuera. Les commissaires, camarades commissaires politiques qui euthanasient en Europe l'ensemble de la créativité parce qu'on prend les décisions les plus technocratiques, ça a déjà eu lieu. Ça s'est appelé l'URSS. D'accord ? Et donc là, vous avez des camarades commissaires. Et un type comme Thierry Breton, aujourd'hui, se comporte comme un camarade commissaire édictant des oukases sur qui a le droit de parler, pas parler, ce qu'on peut dire, pas dire, sur tel ou tel réseau social, et veut encadrer la liberté de penser, la parole. Mais reprenez encore une fois la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il faut la renverser, cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Non, il faut renverser. Il faut se révolter. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais le problème... Le afuera, est-ce que ça équivaut à... Le afuera... il faut leur couper la tête. Non, mais attendez, nous, on est des gens... On est sur un plateau de mots... On a honte quand on coupe la parole, alors on n'est pas prêt de couper les têtes. Voilà, donc nous on est des gens très calmes et très pondérés, et on vous fait une analyse. Et cette analyse, elle consiste à dire que les mêmes causes provoquant à peu près les mêmes effets, quand vous avez une crise démocratique qui est très profonde, une crise de la représentativité qui est extrêmement profonde, vous dites Maastricht, oui, en 1992, Mitterrand, Chirac, Sarko, Hollande, Macron, c'est la même politique, c'est la même ligne, d'accord ? Il n'y a plus de partis politiques qui sont, à part Mélenchon aujourd'hui. Non, mais à part ce qu'on va appeler... anti-Europe, finalement. Ce qu'on va appeler... je dirais les partis représentatifs. Les extrêmes, il y a les élus, il y a les extrêmes. Non, parce que le RN, maintenant, devient moins eurosceptique, en tout cas dans son discours. Oui. Il veut devenir présidentiable. Voilà. Forcément. Il adapte son discours. Et puis, chat échaudé craint l'eau froide. Marine Le Pen sait très bien qu'elle a perdu beaucoup de Français sur cette crainte de sortir de l'Europe de manière complètement inconséquente, puisque sortir de l'Europe, ce n'est pas un programme en soi. C'est-à-dire qu'encore une fois, dire je sors de l'Union européenne, je sors de la zone euro, pourquoi pas ? Moi, je suis un fervent défenseur de la souveraineté française. Néanmoins, il ne faut pas dire aux gens que ça va se faire facilement. Mais dans aucun cas, ça va être facile. C'est-à-dire que quand vous avez plus de 3 000 milliards d'euros de dette, c'est jamais facile. Et donc en fait, redresser le pays va être difficile. Redresser le pays va demander des efforts. Redresser le pays va demander de l'argent surtout. Non, c'est pas la queue qui remue le chien, c'est le chien qui remue la queue, et c'est le travail qui fait l'argent et pas l'argent qui fait le travail. Donc à un moment donné, on se retrousse les manches et on va bosser. Et donc vous avez des millions de gens dans ce pays qui travaillent pas, et donc oui, il va falloir les remettre au boulot. Et donc à un moment donné, faut avoir le courage de dire ça. Et il faut avoir le courage de dire qu'on ne redresse pas un pays sans travailler. Et la France peut toute seule, sans l'Europe, redresser on ne forme pas, son économie, mais bien sûr, mais c'est une question de volonté. On n'est quand même pas. Non, mais attendez. Mais bien sûr, vous croyez qu'on est obligé de supporter la délinquance qu'on supporte ? Vous pensez ? Non, c'est pas du tout un autre sujet. C'est un sujet de volonté. Vous pensez qu'on est obligé ? C'est un problème juridique. Non, mais c'est un problème de volonté. Vous croyez qu'on est obligé d'accepter que des mecs, ils aient 47 mentions à leur casier judiciaire et qu'il ne se passe rien ? Mais il n'y a pas un pays au monde qui marche comme ça. La relance économique française passerait par la construction de prisons ? Ça passe. Relancer le BTP par la construction de prisons ? Mais non, pas du tout. Ça passe par un moment, comprendre que c'est quand on décide que les choses se font. C'est quand on décide de ne plus être renvoyé à son impuissance qu'on peut penser sa puissance. Ça se décide. Vous croyez que le général de Gaulle, quand il revient en 1945, vous croyez qu'il trouve un pays dans quel état ?
Quand il arrive en 58, vous croyez qu'il trouve un pays dans quel état? Après 45. Non mais attendez, hiver 54, arrêtez, hiver 54, vous avez des bidonvilles et les gens meurent de froid. Donc tout va mieux en fait. Donc à un moment donné, on se retrousse les manches et on travaille. Vous n'aviez pas les 35 heures, vous n'aviez pas les RTT, vous n'aviez pas les cellules psychologiques à tout va, vous n'aviez pas les petites bougies et les marches blanches. De répondre efficacement à cette transformation de la société, du modèle économique. C'est la mollesse. Et la digitalisation. Est-ce que c'est Bruxelles qui nous empêche d'ouvrir toutes les formations destinées à ces métiers du numérique? C'est la mollesse de nos dirigeants et à un moment donné, les peuples finissent par dire « Afuera, vous avez échoué, on va essayer autre chose » et il ne faut pas s'en étonner. L'Europe ne nous empêche pas. D'ailleurs, ni l'un ni l'autre n'avons prétendu une chose pareille. Par contre, l'Europe, en imposant aux entreprises de respecter des normes et aux agriculteurs qu'on évoquait, notamment à propos des Néerlandais, en imposant tellement de normes, ça devient un vrai handicap. Vous passez plus de temps à faire de l'administratif, à remplir des documents européens, qu'à faire votre taf. Mais j'en reviens à ce que je disais, le mal français, le fonctionnaire crée des normes et les normes créent des postes de fonctionnaires. L'Europe, donc comme on l'a dit, c'est exactement le même modèle. Ce sont des gens qui, d'un seul coup, se retrouvent avec un pouvoir, ils l'exercent, mais comme ce ne sont pas des créateurs de richesse, et on pourrait dire Monsieur Thierry Breton, ah bah si, lui quand même, il est issu de la société civile, c'est pas comme Monsieur Moscovici, qui on ne savait plus quoi en faire, tellement il s'était montré incompétent aux finances en France, donc on l'a mis commissaire à l'économie européenne. Donc Monsieur Breton, lui, vient effectivement du privé. Le problème, c'est que partout où il est passé, l'herbe de la trésorerie ne repoussait plus. Il a réussi quelque part, enfin il était là en tout cas quand France Télécom a coulé, quand Thomson a coulé, quand Atos, peu après son départ, a coulé parce qu'il y a des décisions qui ont été prises et qui ensuite ont entraîné Atos dans le gouffre. Donc, alors moi j'aurais préféré peut-être un Elon Musk. Alors il a réussi des vraies choses dans sa vie, et en plus de ça, il est pour la liberté d'expression. Il est pro-russe aussi. Je ne sais rien. Moi, je ne suis pas anti-russe. Je ne suis pas pro-russe non plus. Messieurs, vous êtes économistes tous les deux. Vous êtes économistes financiers. Mais c'est ça l'économie. Mais vous êtes économistes avec un vernis financier. On est devenu complètement anti-russe. J'ai une question à vous poser. Je finis ma phrase. Demain, la France sort de l'Europe. Est-ce que vous achetez de l'OAT français? Alors, c'est une vraie question. Permettez-moi de terminer. L'Europe, son rôle, c'est pas d'être anti-russe, d'être anti-chinois ou d'être anti-tasmanien. C'est de sauvegarder ses intérêts. Toutes les décisions qui ont été prises suite à l'invasion russe, que tout le monde réprouve, toute la planète, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais nous, il y a des doutes là-dessus. Réprouver l'intervention russe, j'en entends pas beaucoup qui disent que les Russes ont eu raison d'aller bombarder Kiev. Je crois que personne dit ça. Voilà. Donc, on a décidé, les commissaires européens, et d'ailleurs toute seule, a décidé qu'on allait boycotter le gaz, le pétrole, et lancer... Le sujet, c'était pas la guerre en Ukraine, ni la Russie. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas développer un raisonnement jusqu'au bout? Parce que c'est pas le sujet. Mais c'est vous qui décidez que c'est pas le sujet. Moi, vous interrogez. Moi, je vous donne une interprétation. C'est pas votre question, mais c'est sa réponse. Non, pas du tout. Les réponses de Philippe, vous les connaissez comme moi. Philippe, c'est 15 minutes d'un monologue intéressant, mais qui parfois dévie un peu. Je vais aller plus vite. Non, mais c'est pour éviter le monologue de 15 minutes. Si l'Europe ne prend pas les décisions qu'elle a prises sans aucune concertation et sans aucun débat démocratique, si elle ne prend pas ces décisions, on n'est pas dans la mouise où on se retrouve aujourd'hui, où aujourd'hui on importe plus de gaz liquéfié russe qu'avant les embargos, et ça nous coûte 4 fois plus cher. Donc l'Europe, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on est déçu de l'Europe et pourquoi ça va mal en Europe? Parce qu'il y a aussi des décisions prises qui nous coûtent des fortunes. Et quand on nous dit à la France, il va falloir économiser 1, 2, 10 milliards l'année prochaine, et là, d'un seul coup, Madame von der Leyen nous dit, ah bah tiens, 2024, pour l'Ukraine, ça sera 50 milliards. La quote-part de la France, c'est 12 milliards. Donc, trouvez-moi 12 milliards d'économies. C'est bon, je peux y aller? Oui. Merci. Messieurs, j'ai une vraie question et je vous l'ai posée, vous avez eu le temps probablement d'y réfléchir. La France sort de l'Europe demain, vous achetez de l'obligation française ou pas? Alors moi, je peux vous répondre très très facilement. Je n'achète pas d'OAT déjà française aujourd'hui. C'est-à-dire que la France soit dans l'Europe ou en dehors de l'Europe, ça ne change rien du tout à l'incapacité. Enfin, si on regardait la France
comme un client à qui on devait prêter ou pas ses propres sous, la réponse est je ne prête pas à la France mes propres sous, qu'elles soient dans l'Europe ou pas dans l'Europe. Si vous me dites après il y a une mutualisation des dettes européennes, il y a le grand saut fédéral, et donc en fait il n'y a plus de dette française, ça devient, mais bon, peu importe quel sera le mécanisme inventé, la créativité est sans limite au niveau de la technocrature européenne. Donc on inventera un système, ce système permettra de fédéraliser ou pas l'endettement, et donc à ce moment-là, on ira endetter une nouvelle structure qui sera l'Europe fédérale. Pourquoi pas ? On n'a plus de temps, je suis désolé, on est au bout de nos 45 minutes, mais on va en prendre encore un peu, Philippe, ne vous inquiétez pas. Je vais rebondir sur cette notion de fédéralisme, parce qu'elle a l'air de vous effrayer. Pourtant, est-ce que on a un exemple qui est celui des États-Unis, est-ce que, par la force des choses, les États sont totalement démunis de choix et de choix, je dirais, sociaux, des choix importants sociaux? J'ai pas l'impression. On se bat tous contre la peine de mort, j'imagine, autour de cette table. Certains États l'appliquent ou ne l'appliquent pas. Enfin, c'est pas pour rien que la Californie, si c'était un État indépendant, serait la 6e puissance économique mondiale. C'est parce que Washington la laisse faire, ses choix. Du coup, est-ce qu'il faut vraiment craindre le fédéralisme tel qu'il est présenté par ce projet qui n'est qu'un projet, en réalité encore? On ne peut pas comparer les États-Unis et l'Europe pour des raisons tout à fait évidentes. C'est qu'il y a une unicité fiscale. Il n'y a aucun État américain qui conteste la politique étrangère de Washington. Voilà, donc on ne peut pas qu'on... Donc c'est qu'un problème de politique étrangère, hein? Non, c'est pas ce qu'a dit Philippe. Vous avez cité également les questions... Parce que d'un point de vue économique, ils ne sont pas d'accord sur tout, en réalité. Hein, Les États ont une petite marge de manœuvre... fiscale, mais sur l'ensemble, sur les grands postes comme l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, c'est quelque chose qui est commun aux 50 États. 51e avec Porto Rico si vous voulez, puisque c'est la même fiscalité qui est appliquée là-bas. L'Europe ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais comme ça, sauf effectivement si on la rend fédérale. Et en la rendant fédérale, on en revient effectivement à priver de droit de veto les États. Mais imaginons que demain, l'Europe obtienne les pleins pouvoirs. Alors, plein pouvoir, je le répète, sur lequel le citoyen n'aura plus aucun moyen de reprendre les leviers. Ça, on est bien d'accord. Est-ce que cette Europe-là va unifier la fiscalité entre l'Irlande à 12%, la France à 38-40% et Monaco à 0%? On comprend bien que ça ne sera pas le cas. Ça va juste donner les pleins pouvoirs à un carteron de grands commissaires qui n'auront de compte à rendre à personne. Et c'est un petit peu ce qui est arrivé en Argentine, c'est qu'on avait le péronisme qui régnait depuis presque 70 ans, et là, en votant pour quelqu'un qui n'aura aucun pouvoir, parce que M. Milei n'aura pas de majorité à l'Assemblée, c'est juste qu'on a retiré le bouton toute puissance au système tel qu'il existait avec les péronistes. Et aujourd'hui, en Europe, on s'apprête à donner le bouton toute puissance à une commission qui ne nous a jamais rien apporté aujourd'hui de très positif et qui nous dit en permanence, tiens, on va flécher X milliards pour l'aide à l'Afrique, 50 milliards pour l'Ukraine, mais derrière, comment est-ce que les États vont financer ça ? Vous voyez, quand on se demande qu'est-ce qui est décevant dans l'Europe, c'est qu'elle décide de choses sans débat, et ensuite, démerdez-vous, chacun, pour trouver les sous, en faisant de l'austérité, en piquant de l'argent aux pré-retraités, seniors, etc. Enfin, vous comprenez bien que ça n'est plus supportable. Et les Argentins, c'est exactement ce qu'ils viennent de dire, on sait bien que M. Milei, il va rien pouvoir faire de tout ce qu'il a dit. À la limite, il aurait pu dire, je me fais élire, Messi, il a 8 ballons d'or. Avec 8 ballons d'or, ça permet déjà de rembourser une partie de la dette. Il pouvait dire tout ce qu'il voulait. De toute façon, il ne peut rien faire. Mais au moins, il vient de priver le système de sa toute puissance. Voilà le message argentin.
50 minutes pour arriver à ça, effectivement, c'est une bonne conclusion, Philippe. Du coup, vous êtes d'accord, Charles, j'imagine, avec ce que vient de dire Philippe, qu'en fait, en réalité, c'est répondre effectivement au choc par le chaos, mais que c'est plus un message envoyé à destination d'une certaine élite, d'une certaine classe politique, qu'est le message envoyé par les Argentins, par les Italiens l'année dernière, par les Hollandais avant-hier, peut-être par les Français au travers des intentions de vote pour les élections européennes. Au-delà de ça, il ne faut pas craindre grand-chose finalement. Il faut craindre la fin de la démocratie. Et la fin de la démocratie, elle ne vient pas des partis extrêmes, contrairement à ce que tout le monde peut croire ou imaginer. La fin de la démocratie, elle est déjà en route, parce que nous avons laissé s'instituer un niveau de pouvoir qui n'est pas représenté. Ce niveau de pouvoir, ce sont les instances européennes. Et dans les instances européennes, vous n'avez pas de représentativité populaire, puisque vous avez une Commission européenne qui décrète des oukases qu'on appelle des directives. C'est fait par des gens qui ne sont pas élus, qui n'appartiennent pas à des partis et qui répondent à des intérêts qui ne sont pas les intérêts portés par la population. Ni ceux de l'Europe. Ça fait quand même une sacrée liste de manquements gravissimes à la démocratie. Les institutions, les constitutions, les séparations des pouvoirs, ce sont des notions qui ont été oubliées, dont nous payons aujourd'hui le prix, mais ce sont des notions fondamentales. C'est comme ça qu'on a fait la Révolution française. Dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et j'invite chaque personne qui nous écoute aujourd'hui d'aller sur le site du Conseil constitutionnel français et de prendre le temps de lire la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et pas que l'article 1, on est tous libres et égaux en droit, mais tous les autres articles, de comprendre quelle est l'importance de la propriété privée dans un système libre et démocratique quand on sort d'une royauté absolue et de l'absence de propriété. La propriété libère, alors que l'Union européenne veut limiter les droits à la propriété. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Toutes les normes, toutes les complexités normatives font que le système économique évoluant vers des systèmes par abonnement et plus par possession, plein de gens qui maintenant commencent à louer leurs vêtements, etc., etc. Et je vous dis, relisez les textes, reprenez de la hauteur historique, quel est le poids et l'intérêt de la propriété privée, et quand il n'y a pas de propriété privée, par miroir, dans quoi on est? Eh bien, on est dans l'absence de liberté, donc la liberté est consubstantielle à la propriété. Donc, tout ça, ce sont des notions qu'on a oubliées. Les séparations de pouvoir, ce sont des notions très importantes. La représentativité, l'élection, c'est des notions fondamentales. La souveraineté, l'expression de la souveraineté, c'est des notions fondamentales. Ce que nous vivons n'est pas une crise économique. Ce que nous vivons n'est pas une crise politique, c'est une crise de la démocratie et c'est une crise si vous voulez, institutionnelle, parce que le pouvoir nous a été volé. Le pouvoir n'est plus dans les mains du peuple, elle est là. L'explication à la souffrance, à la tristesse, à la dépression qui touche les nations, c'est qu'en réalité... Est-ce qu'il faut mettre le pouvoir aux mains d'un peuple dépressif? Vous donneriez le volant de votre voiture à un mec dépressif? Et donc vous êtes pour la monarchie absolue? Non, moi je suis pas pour je suis pour rien du tout. Moi je suis là pour poser des questions. C'est-à-dire que vous êtes en train... Par contre, je ne donnerais pas le volant de ma bagnole à un mec qui est sous Prozac et qui n'est pas capable de conduire. D'accord, mais enfin ça s'appelle la liberté, ça s'appelle la démocratie, et ça s'appelle faire avec la volonté populaire. Et vous voulez que je vous dise, si la volonté populaire, et d'abord, elle est dépressive parce qu'on lui a retiré le pouvoir, justement. Donc si on rendait le pouvoir, elle ne serait plus dépressive. Elle aurait enfin les leviers de son action de vie. Si je vous dépossède de vos choix, si je vous empêche de choisir votre vie, vous êtes
condamnés à la tristesse. Les dernières élections présidentielles, le taux de participation était des plus faibles. Vous pensez que les Français ont réellement envie d'un retour à la démocratie participative? Vous croyez que j'ai vraiment envie de voter pour Macron? Non, mais c'est une vraie question. Non, mais c'est une vraie réponse. Non, mais c'est ma vraie réponse. Mais est-ce que vous êtes un homme de chiffres, du coup, par la force des choses, vous êtes censé comprendre. Non, je suis un homme pragmatique. Est-ce que finalement, oui, les Français préféreraient pas continuer à échanger leurs vêtements pour gagner 3 sous, plutôt que se demander si réellement l'Europe a du sens, si réellement le poids de la dette est si important que ça? On posait la question aux Français dernièrement. Le sondage était de savoir si le problème de la dette était un problème. Et ben vous savez à combien de pourcents ils répondent qu'ils s'en foutent? 92%. Du coup, est-ce que finalement, tout ce débat là autour, ne sert finalement pas à rien? Mais non, mais ils ont raison de s'en foutre à 92%. Et nous d'ailleurs, on devrait s'en foutre aussi, parce que de toute façon, qu'on s'y intéresse ou qu'on s'y intéresse pas, c'est pas nous qui décidons. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Et donc, ils ont raison de s'en foutre. C'est-à-dire que pragmatiquement parlant, ils ont tout à fait raison. Il se passera rien. Alors, on leur demande plus leur avis. Et de toute manière, vous avez le choix entre voter pour Macron ou pour Macron. Si c'est pas Macron, c'est Pécresse. Si c'est pas Pécresse et Macron, c'est Pécron. Et de toute manière, Mitterrand, Chirac, Sarko, Hollande, Macron, bonnet blanc, blanc bonnet, c'est exactement la même ligne politique. C'est exactement ce que dit un garçon comme Michel Onfray. Il dit, de toute façon, je peux vous dire que le prochain président sera maastrichtien, machin, etc. Mondialiste, bon, voilà, c'est tout. Et donc, en fait, quand vous savez que le prochain homme politique sera mondialiste, maastrichtien, bah vous savez que la politique menée sera mondialiste, maastrichtienne. Bon. Et donc, de toute façon, votre choix ne compte plus. Et c'est bien la réalité, c'est que on a l'illusion de la démocratie et que personne n'ose dire la chose la plus importante. Les gars, c'est une illusion et on joue tous à faire semblant qu'on est en démocratie, mais nous ne le sommes plus. Et une fois que vous avez posé les données du problème, comme je viens de le faire là, je vous assure que votre compréhension du monde change, et votre compréhension des problèmes qui arrivent change, et votre compréhension des solutions qu'il faudrait avoir et prendre ou proposer pour que ces problèmes n'arrivent pas ou les résoudre change complètement. Ouais. Moi je dirais... Il reste 30 secondes. Oui, alors 30 plus que ça. On aboutit effectivement à une remise en cause insidieuse de la propriété sous pratiquement toutes ses formes. Et si, au final, et comme on le voit arriver en Chine, l'État devient propriétaire de tout, vous devenez la propriété de l'État. Et on l'a vu avec l'exemple de l'Union soviétique, et on va peut-être le revoir avec la Chine. Quand un peuple n'est plus maître de son destin, même pas de sa capacité à s'enrichir et prospérer, c'est là qu'effectivement arrive le sentiment de dépression et de dépossession. Donc cette dépossession, elle est duale, dépossession de son propre destin, dépossession du fruit de son travail. Bon, bah écoutez, on verra tout ça. Même pas 30 secondes. Hein. Ouais, c'est bravo. Bravo d'avoir réussi à tenir en 30 secondes. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors, pour ceux qui sont là, je vous rappelle que c'est un enregistrement, que nous sommes le 23 novembre et que cette émission sera diffusée le 29 novembre. Donc, si d'ici là, une information importante est tombée et n'a pas été commentée, vous avez la justification, l'explication désormais. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Charles Sana. Charles, vous êtes éditorialiste, économiste et fondateur du site insolentiae.com et Philippe Béchat. Philippe, vous êtes rédacteur en chef du site internet La Bourse au quotidien et également rédacteur de la lettre des affranchis. Et Trading Lab. Et Trading Lab maintenant, d'accord. Depuis longtemps, mais on la cite du coup. Et du coup, on la cite. Merci beaucoup et je vous dis à dans un mois pour un nouveau numéro de Venez, on va s'expliquer. Très bonne journée sur Téléfinance.